Alors, combien de temps dois-tu attendre avant de te lancer dans l'immobilier? Est-ce que tu dois attendre que les taux baissent? Est-ce que tu dois attendre d'avoir une promotion qui te permettra de pouvoir facilement obtenir ton financement? Est-ce que tu dois attendre d'avoir encore 10 ou 15 000 euros de plus en épargne avant de te lancer ou avant de t'intéresser à ce genre de sujet? C'est peut-être les raisons que tu as aujourd'hui qui te font te dire que, est-ce que vraiment je devrais me lancer dans l'immobilier? Et pourquoi je voudrais faire cette vidéo? Parce que souvent, je vois des gens qui sont dans une situation, euh, qui travaillent tous les jours en se disant, OK, là, je fais ce job-là et j'attends d'avoir la bonne situation pour pouvoir me lancer parce qu'aujourd'hui, j'ai pas encore les 50 000 euros que tonton Jacques m'avait dit qu'il fallait que j'ai pour pouvoir faire mon prêt immobilier. Donc là, aujourd'hui, j'ai 15 000, mais c'est pas suffisant. Je commencerai à réfléchir à ça dans 1 an et demi, 2 ans parce que aujourd'hui, je peux pas. Ou peut-être parce que tu as un crédit conso, ou tu te dis, mais comme j'ai fait un crédit conso, je ne vais pas pouvoir me lancer parce que plus aucune banque ne voudra me suivre. Ou parce que, est-ce qu'une banque t'a dit, ben, on ne veut pas te suivre, donc comme cette banque-là, tu avais beaucoup d'estime pour elle parce que c'est ta banque depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans, et tu te dis, ben, si eux, ils ne veulent pas me suivre, est-ce que vraiment je peux encore aujourd'hui, je peux déjà réaliser ce projet immobilier que j'ai depuis très longtemps? C'est peut-être la question que tu te poses. Alors, moi aujourd'hui, ce que j'aimerais te dire, c'est que tu as certainement peut-être déjà la situation pour pouvoir te lancer, ou en tout cas, il y a des éléments sur lesquels tu pourrais déjà commencer à travailler sans devoir attendre plusieurs mois avant de te lancer. Parce que le temps que tu perds aujourd'hui à ne pas commencer à travailler sur ton projet, ben, c'est des revenus immobiliers que tu perds pour plus tard. Donc, moi, ce que je te dirais, c'est de peut-être déjà commencer à réserver peut-être un appel avec un membre de mon équipe. Tu vois, tu as le lien en description. Tu vois, on va voir avec toi comment ça se passe au niveau de ta situation. Et si vraiment on estime que c'est le moment, du moins, il faut que tu patientes pour quelques mois, on te dira patiente quelques mois ou patiente de voici ce qu'il faudra que tu fasses pour pouvoir améliorer ta situation. Mais il ne faudrait pas que tu te dises toi-même, tu te fasses un autodiagnostic en te disant, ben oui, je pense que je ne peux pas, donc je ne peux pas. Donc, ça, c'est la première chose. Et deuxième chose que j'aimerais te dire aussi, c'est que tu ne dois pas laisser les croyances limitantes que tu pourrais avoir te bloquer. Alors, comme moi, je suis dans l'immobilier, mais plus particulièrement sur les immeubles de rapport, je vois énormément de croyances limitantes qui bloquent les gens. En gros, ils se disent, ben, c'est pas fait pour moi. Et l'un des premiers trucs que les gens se disent, l'une des premières croyances que les gens ont, c'est de penser qu'il faut commencer par un petit studio pour se faire la main. Alors, par exemple, toi, aujourd'hui, si tu as 10 15 000 euros d'épargne, tu te dis, bon, ben, ce que je vais faire, c'est que je vais acheter un premier studio cash. Comme ça va me permettre de voir un peu comment ça se passe pour euh, réaliser un achat immobilier. Et ensuite, je pourrais partir sur un projet beaucoup plus conséquent. Très grosse erreur, tu vois. Ou alors, une autre idée que les gens pourraient avoir, c'est de se dire, OK, ben, je vais commencer par acheter un petit terrain, un petit truc au pays, et ensuite, je reviendrai ici faire un autre projet immobilier. Grosse erreur aussi, puisque la petite épargne que tu avais aujourd'hui aurait pu te permettre de te lancer sur un projet beaucoup plus conséquent et tu as perdu du temps sur un projet qui va te ralentir. Et moi, j'ai fait cette erreur au démarrage quand j'ai voulu me lancer dans l'immobilier. Je me suis dit, tu sais quoi, je vais acheter un studio et ensuite je me ferai la main et par la suite j'irai sur d'autres opérations. Donc en gros, je me suis dit, tu sais quoi, je vais faire un premier studio, puis un deuxième, puis un troisième et je vais en acheter plein comme ça à la suite. Et après, dès le deuxième, je me suis rendu compte que c'était pas aussi simple que ça en avait l'air par rapport à la théorie. Et ce que je me suis dit, c'est que si je continue de faire des petites opérations comme ça, des petits studios un après l'autre, ben ça va me prendre une décennie avant de pouvoir atteindre vraiment une indépendance financière, puisque quand tu investis dans un studio, ben ça va te générer quoi? 100 euros, 200 euros de cash flow, tu vois? Donc, en termes en termes de cash, c'est pas forcément l'opération la plus intéressante. Et ce que je me suis dit, ben, tu sais quoi? Et si je me lançais sur les immeubles, tu vois? Parce qu'en fait, les immeubles, c'est vrai que quand on te parle d'immeubles, tu t'imagines directement la tour de la Défense ou l'immeuble haussmannien de la région parisienne. Et tu te dis sûrement que c'est pas forcément accessible. Alors que, oui, tu peux aujourd'hui avoir un petit immeuble.
pour le prix d'un studio ou d'un appartement en région parisienne, mais que tu vas pouvoir trouver en province. Et l'avantage de ça, c'est que tu auras un bien qui sera beaucoup plus rentable, du moins qui va générer beaucoup plus de cash flow, quoi, tu vois. Donc, moi, j'aimerais te dire, c'est que l'une des croyances limitantes que tu pourras avoir aujourd'hui, c'est de te dire qu'il faut commencer petit. Ça, pour moi, c'est une grosse erreur parce que l'effort financier, l'effort en termes de temps, en termes de recherche, en termes de suivi de projet, tout ça que tu vas faire pour un petit studio, ce sera quasiment le même effort que tu fourniras pour un immeuble et tu auras un output beaucoup plus important au niveau de l'immeuble que sur le studio. Un immeuble, si tu te débrouilles bien, tu peux facilement sortir du 1000 euros de cash flow à la fin du mois, alors que pour aller sortir 1000 euros de cash flow sur un appartement, bonne chance, tu vois. Donc, du coup, aujourd'hui, si tu as une situation stable, je veux dire, tu es salarié ou tu es en profession libérale, tu as des revenus qui tombent, frère, va directement sur un immeuble, arrête de perdre du temps sur des studios, parce qu'en gros, je sais qu'on t'a vendu cette idée-là, ou peut-être que c'est toi-même qui te l'ai vendu, comme j'ai pu le faire moi-même, en me disant, ben ouais, je vais commencer à me faire la main, mais c'est une grosse erreur. Crois-moi qu'aujourd'hui, tu as tout intérêt à partir directement sur un petit immeuble. Alors, deuxième croyance limitante que les gens vont aussi avoir, c'est de se dire, j'ai pas forcément les moyens d'investir dans un immeuble, par exemple. En se disant, oui, mais Candy, t'es bien gentil, tu me parles d'immeuble, mais combien il faut que je gagne pour pouvoir investir dans un immeuble. Aujourd'hui, si tu gagnes un salaire médian, alors je dirais autour des 1700, 1800, voire 2000 euros, tu peux aujourd'hui te lancer sur un petit immeuble. Tu vois. Moi, j'ai des gens qui se sont lancés sur un immeuble avec quasiment 1600 euros de revenus. Et tu vois, genre, quand on, quand je te dis ça comme ça, tu te dis, mais non, c'est pas possible. Mais oui, si, c'est possible. Et en plus, tu verras qu'il y a beaucoup de personnes avec qui on a fait des vidéos sur la chaîne. Tu vois, les gens que j'ai accompagnés, ils n'avaient pas des salaires de ministre quand ils se sont lancés. Tu vois, et ils ont juste eu cette information que c'était possible pour eux de se lancer. Donc, si aujourd'hui, tu as autour des 2000 euros de revenus et que tu hésites à te lancer parce que tu penses que tu n'as pas forcément le bon salaire, du moins, tu n'as pas encore le revenu idéal pour pouvoir te lancer, je te dis, tu es en train de perdre du temps. Donc, limite, s'il le faut, clique sur le lien qui est dans la description, réserve un appel avec un membre de mon équipe, on va t'appeler, on va faire une analyse de ta situation et voir si on peut t'aider. Mais en tout cas, même si tu ne travailles pas avec nous, ce que je veux que tu comprennes, c'est que tu as aujourd'hui peut-être la situation pour pouvoir te lancer. Parce que si euh, on devait avoir un salaire de ministre pour pouvoir investir, il n'y a pas grand monde qui aurait investi. Et moi le premier, tu vois, genre, quand je me suis lancé, moi, je n'avais pas de salaire de ministre. Et pourtant, j'ai quand même réussi à multiplier les opérations. Donc, ce qui montre bien que aujourd'hui, ces croyances limitantes peuvent peut-être te bloquer. Donc, il faut que tu t'enlèves ça du cerveau, tu t'enlèves ça de la tête et que tu te dis, OK, et si c'était possible? Juste, et si c'était possible, tu vois? Et ensuite, on verra, mais donne-toi au moins cette chance de au moins regarder, d'avoir cette lucidité, cette curiosité, je dirais, de regarder un peu qu'est-ce qui est possible pour toi pour pouvoir te lancer dans un projet immobilier. Troisième croyance limitante que les gens auront, c'est de se dire, OK, Kenzie, c'est bien, tu me parles d'immeuble, de rapport, mais c'est quand même un peu risqué ça, non? C'est un gros bien, si ça se passe pas bien, qu'est-ce qui va se passer pour moi, etc. Alors, moi je te dirais, quand tu regardes les faits aujourd'hui, investir par exemple dans un petit studio, c'est beaucoup plus risqué que d'investir dans un immeuble. Pourquoi? Parce que si tu investis dans un studio, le locataire décide de ne plus te payer, ben, tu n'as plus de revenus. Alors que si tu as un immeuble de, on va dire, 4 appartements, il y a un des locataires qui ne paye pas, ben, tu as quand même 3 autres qui vont payer ton loyer. Tu vois. Donc ça, c'est déjà une façon de diluer le risque en multipliant le nombre de locataires que tu auras. Mais la deuxième façon que moi j'ai trouvé pour ne plus avoir euh, avoir des problèmes de loyer impayé, ben, ce que j'ai fait, c'est que j'ai choisi le bon mode de location. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je vais me focaliser sur la location courte durée. Et en fait, le fait de faire ce mode de location-là, ben, ça me permet justement de ne pas avoir des locataires qui vont me dire oui, ben, j'ai pas reçu mon loyer, du moins j'ai pas reçu ma paye, je peux pas te payer. Non, frère, avant d'arriver, tu dois déjà payer, quoi, tu vois. Et à midi, quand l'heure de départ arrive, moi, il y a déjà la femme de ménage qui vient toquer pour te dire, ben, écoute, c'est l'heure d'y aller. Et si tu n'es pas parti, ben, tu vois, tout de suite, on règle le problème, tu vois. Donc, moi, c'est pour ça que je dirais, aujourd'hui, faut vraiment que tu sois en contact avec des gens qui sont sur le terrain et qui vont pouvoir te donner un feedback. Et c'est vrai que c'est contre-intuitif. On n'aurait pas pu,
personne ne penserait ça en se disant, ben ouais, euh, bah en fait, si j'investis dans un immeuble, c'est beaucoup plus sécure que si j'investis dans un studio. Mais en fait, il faut être sur le terrain pour avoir ce retour d'expérience et se rendre compte que, ah ouais, ben c'est vrai, si le locataire que j'ai mis dans mon studio il ne me paye pas, ben j'ai zéro revenu, quoi. Alors que si j'ai plusieurs locataires, ben là, je facilite, du moins, je réduis mon risque et ça me permet justement de pouvoir toujours continuer de payer mes mensualités et ne pas de me retrouver dans une situation financière qui serait délicate. Maintenant, ce que je voudrais que tu retiennes, c'est que si tu es aujourd'hui salarié et que tu as une situation stable, tu as vraiment la situation idéale pour pouvoir te lancer dans l'investissement immobilier. Pourquoi? Parce que même un investisseur, un entrepreneur qui a, je ne sais pas, des gros revenus, ben, peut se retrouver dans une situation où la banque ne veut pas le suivre pour un projet immobilier même de 200 000 euros. Le mec peut faire peut-être 200 000 euros de revenus, du moins de chiffre d'affaires annuel, et il ira voir la banque va lui dire, ah, tu sais quoi, c'est bien, c'est gentil, c'est très sympa ce que tu fais là, ça fait 1 an que tu t'es lancé, on voit bien que ton activité est intéressante, mais reviens nous voir dans 2 ans parce que pour l'instant, on n'est pas sûr que ton activité va perdurer. Alors que la personne qui a un CDI, qui a signé son CDI il y a 3 mois, qui a fini sa période d'essai, qui présente son dossier, a plus de chances d'obtenir son prêt immobilier que l'entrepreneur. Tout ça pour te dire quoi? Ben, c'est que aujourd'hui, si tu as un CDI, c'est comme si tu avais une pierre précieuse entre les mains sans savoir. Tu as un potentiel que limite tu ignores peut-être. Et ce serait dommage de ne pas utiliser ce potentiel. Et moi, je vois en fait le CDI un peu comme un moyen pour toi d'atteindre ton indépendance financière le plus rapidement possible. C'est, je ne sais plus comment il disait ça, mais en gros, c'est comme si en gros, tu étais dans une prison et que tu en profitais pour lire des livres, pour te former. Un peu comme Nelson Mandela l'avait fait, il était en prison, ben, il en a profité pour lire des livres, pour ensuite venir être président. Ben, toi, ce que tu dois faire aujourd'hui, c'est d'utiliser peut-être ta situation de salariat. Peut-être que ça ne te plaît pas forcément plus que ça, mais te dire comment je peux faire en sorte que la situation par laquelle je passe aujourd'hui, je puisse l'utiliser à mon avantage. Et la première chose que tu puisses faire, c'est d'utiliser cette capacité d'emprunt que tu as pour justement te créer un patrimoine qui te permettra d'atteindre ton indépendance financière à court moyen terme pour ensuite être dans une posture où tu pourrais te dire, OK, je continue de travailler, non pas parce que je suis obligé, mais parce que c'est vraiment quelque chose qui me plaît. C'est une situation qui m'intéresse. Donc, du coup, je continue, mais pas parce que je suis obligé, mais parce que j'ai envie. Et il n'y a rien de plus frustrant que de te dire que tu dois te lever tous les matins pour aller faire un job que tu n'aimes pas, être dans les bouchons, être dans les transports, à devoir justement subir en fait ta vie parce que tu en as marre. Il n'y a rien de plus frustrant que ça. Et selon moi, aujourd'hui, l'immobilier, c'est vraiment un peu limite ton ticket vers ton indépendance financière où en gros, tu peux te dire, OK, qu'est-ce que je veux faire? Est-ce que je veux lever le pied au niveau professionnel? Est-ce que je continue parce que ça m'apporte une sorte de satisfaction personnelle? Mais non pas te dire, OK, je dois y aller parce que je dois payer mon loyer, parce que je dois remplir le frigo, parce que je dois payer les affaires des enfants. En gros, je dois y aller parce que j'ai pas le choix. Imagine maintenant si tu avais investi dans l'immobilier il y a 2 3 ans de ça et qu'aujourd'hui tu avais 1 500 ou 2 000 euros qui tombaient de façon automatique tous les mois grâce à tes revenus, grâce à tes investissements immobiliers. La question que tu dois te poser, c'est qu'est-ce que je ferai professionnellement? Est-ce que je continuerai mon job? Est-ce que j'arrêterai? En fait, la réponse, elle t'appartient. Mais en tout cas, tu aurais le choix de te dire, ouais, j'y vais parce que j'ai envie et non parce que je suis obligé. Et aujourd'hui, c'est vraiment ce que je t'invite à faire, c'est à commencer à travailler sur ton projet pour que d'ici 1 an ou 2, ton futur, toi, puisse te remercier en te disant, ben, heureusement que tu avais fait les bonnes actions pour pouvoir te lancer, heureusement que tu t'es lancé, heureusement que tu as mis en place ces actions-là, parce qu'aujourd'hui, on est dans une situation où on peut choisir. Si j'ai besoin de partir en vacances, 2 3 semaines de plus parce que j'ai envie d'aller voir la famille, ben, je peux le faire sans me dire ah ben oui mais ce sera du sans solde. Si j'ai envie de partir, je sais pas, voir mes enfants jouer au foot, ben je peux le faire non, sans me dire ah ben oui mais si je travaille ce jour-là, si je travaille pas ce jour-là, ben en fait je vais avoir une baisse de revenus, je pourrais pas payer mon loyer plus tard. Tu vois, toutes ces questions que tu pourrais te poser qui pourraient faire que tu vas passer peut-être moins de temps avec tes proches, moins de temps avec tes enfants, moins de temps avec tes parents, ben tu peux oublier ces questions-là puisque maintenant tu as une source de revenus qui te permet de te dire, OK, frère, tu as le choix. Tu as le choix. C'est toi qui décides. Tu veux faire ça, on y va. Tu n'as pas envie, on ne fait pas.
mais tu n'es pas obligé. Maintenant, tu vas sûrement te poser la question, Mackenzie, est-ce que c'est encore le bon moment pour moi d'investir dans l'immobilier? Comme je te l'ai dit tout à l'heure, si tu avais investi il y a 2 3 ans, aujourd'hui, ton toit d'aujourd'hui te remercierait. Mais c'est pas grave. Comme on disait souvent, le meilleur moment d'investir, c'était hier, mais le deuxième moment d'investir, c'est maintenant. Donc, aujourd'hui, ce que tu dois te dire, c'est que oui, c'est toujours le bon moment de te lancer. Alors, on va dire oui, mais il y a les taux qui sont élevés. Oui, mais il y a la situation dans tel ou tel pays qui fait que c'est chaud. Oui, mais il y a ci, il y a ça. Non, frère. Parce que la situation la plus compliquée qu'on ait eue là, dans les 10 dernières années, c'était, selon moi, c'est pendant le confinement. On était tous chez nous et comme je viens de le dire, on était où? On était tous chez nous. Pourquoi? Ben parce que en gros, on devait entre guillemets se confiner, on devait être quelque part de fermé. Et moi, ce que je dis toujours aux gens qui veulent se lancer dans l'immobilier ou qui veulent lancer un business, c'est de choisir un business qui répond à un besoin primaire. Et se loger, le fait de s'héberger quelque part, c'est un besoin primaire. Les gens ne peuvent pas faire sans. Les gens pourraient se dire, ok, ben, je vais pas aller en soirée, je vais pas prendre de voiture, je vais pas acheter de voiture, je vais pas voyager, je veux en gros éliminer tous les autres trucs. Mais ça, c'est compliqué de faire ça, hein, parce que sinon tu te retrouves à la rue. Et moi, ce que je dis, c'est que l'immobilier, les gens ont toujours eu besoin ils ont toujours eu ce besoin-là, ils l'auront toujours et ils l'ont toujours eu. Donc, faut, pour moi, investir dans l'immobilier parce que c'est l'un des business models qui permet de justement répondre à un besoin que les gens ont et qui va toujours fonctionner. Tu vois, tu peux pas, entre guillemets, à moins de faire vraiment un truc vraiment farfelu, tu peux pas perdre quand tu t'investis dans la pierre parce que c'est du solide, c'est du concret, c'est du palpable, c'est du tangible. Alors que si tu te lances dans du dropshipping, dans ce genre de business-là, ça vient, ça part. Peut-être que tu as testé. Peut-être que tu as testé du dropshipping, tu t'es rendu compte rapidement ben, qu'en fait, c'est du genre de business en carton. Peut-être que tu as testé peut-être d'acheter des NFT, des trucs du genre, et puis tu t'es rendu compte que, ben, en fait, ouais, ça partait en vrille, tu vois. Tu as des montagnes russes, tu vois ton épargne qui monte, qui descend, qui monte, qui descend. Et quand tu investis dans la pierre, alors oui, tu n'auras pas ce genre de pic, parce qu'en gros, c'est pas les montagnes russes, c'est stable, mais au moins tu sais à quoi t'en tenir. C'est-à-dire que tu ne deviendras pas milliardaire, millionnaire avec l'immobilier du jour au lendemain, mais en tout cas, tu sais que ta croissance, elle sera lente, mais stable. C'est-à-dire que ça avance tout doucement. Si c'est 2500, si c'est 3000 euros que tu vas générer, tu sais que ça tombe, tu vois. C'est pas genre un business dropshipping, tu vas faire 20 000 euros, 30 000 euros aujourd'hui, et puis demain, plus rien. Je ne sais pas si tu as remarqué, mais moi, souvent quand je regarde les mecs qui me montrent les chiffres de dropshipping et tout, ben, tu vois souvent que la courbe, elle est en cloche, tu vois. Et quand la cloche est comme ça, qui commence à dire, ouais, j'ai fait 200 000 euros. Ouais, mais frère, la courbe, elle est en cloche, là, tu vois. Et dans tout business, dans tous les cas, dans tous les business, quand tu te lances dans des trucs où tu ne maîtrises pas vraiment le marché, ben, tu verras que c'est toujours en cloche. Alors que quand tu es sur l'immobilier, tu auras peut-être des petites variations comme ça, mais c'est léger. Tu n'auras pas de pic, mais tu n'auras pas de grosses descentes aussi. Tu vois. En tout cas, ce que je veux que tu retiennes, c'est que le meilleur moment pour te lancer dans l'immobilier, c'est maintenant, puisque c'est un business que les gens ont toujours eu et pour lequel il y aura toujours de la demande. Deuxièmement, même si tu vois que les taux varient, qui montent et qui descendent, moi je te dis, si la banque te prête, vas-y, puisque dans tous les cas, c'est le locataire qui va payer les intérêts. Donc, tu n'as pas à te soucier de savoir, ah oui, mais on est à 3,5, 4,5, etc. Et quand bien même tu te soucieras un petit peu du taux, ce que je veux te dire, c'est que dans un an, quand les taux vont diminuer, ben, tu pourras toujours renégocier ton taux. Mais tu auras déjà commencé à encaisser du cash pendant la période où le taux est élevé. Tu vois? Donc, pour moi, faut pas se bloquer parce que oui, les taux sont élevés. Oui, ben, est-ce qu'il y a de la demande? Tout ça, c'est du bullshit. C'est du bullshit. Il faut que tu te lances parce que c'est vraiment un business pour lequel il y a de la demande. Moi, j'ai des gens qui se lancent dans l'immobilier, qui lancent par exemple, leur projet en location courte durée. Ils mettent l'annonce le matin. Le soir, ils ont déjà des réservations. Tout ça pour te dire qu'il y a une vraie demande pour ce genre de business. Donc, si aujourd'hui tu hésitais, crois-moi que c'est vraiment le meilleur moment pour toi de te lancer. Maintenant, tu vas te dire, mais ok, Candy, c'est intéressant tout ça, mais comment je fais pour réaliser mon projet d'immeuble? Comment je fais pour trouver mon projet? Alors, moi, je te dirais, il y a 6 étapes importantes dans ton projet. La première étape, c'est de trouver le bon bien. C'est-à-dire que tu vas commencer par chercher des villes intéressantes qui te permettraient justement de faire un investissement qui sera rentable à long terme. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, il faudra que tu trouves le bon type de bien. Selon moi, aujourd'hui, le bon type de bien, c'est d'investir dans les immeubles. Pourquoi?
Ben, parce que c'est le type de bien qui permet d'avoir la meilleure rentabilité, avoir le moins de risques, en tout cas avoir un investissement le plus sécurisé possible et qui permet de dégager un maximum de cash flow. Donc, l'idée, c'est de se dire, OK, premièrement, je vais trouver la bonne ville et ensuite trouver le bon immeuble dans lequel je vais investir. Deuxième chose, c'est que tu devras apprendre à négocier ton projet. C'est-à-dire, pour pouvoir négocier ton projet, il faudra que tu comprennes, en gros, premièrement, quel est le contexte de la vente, qu'est-ce qui a fait que les gens veulent vendre leurs biens, pour essayer de voir est-ce que tu vas pouvoir appuyer sur ce point de douleur pour obtenir le meilleur prix. Mais si tu vois que la personne, elle veut vendre, non pas parce qu'elle a une douleur, mais juste parce que c'est comme ça, c'est un petit kiff qu'elle veut se faire, bon, c'est peut-être pas le bon client pour toi. Donc, c'est pour ça qu'il faudra apprendre à identifier le bon vendeur, mais aussi apprendre justement à maîtriser, à connaître les prix de ton marché. Parce que je vois trop souvent des gens qui se disent, ouais, ben, il faut juste faire moins 30%, demande, si c'était 100 000 euros, demande 70 000, tu vois, genre, en vrai, peut-être que 70 000, même 70 000 par rapport à la ville dans laquelle tu investis, c'est encore trop cher. Parce que si tu ne connais pas les prix du marché, ben, ce sera compliqué. Donc, ce que je t'invite à faire, c'est à regarder sur des villes, du moins sur des sites d'annonces comme Meilleur Agent, pour essayer de comprendre dans ce secteur-là, quel est le prix au mètre carré du bien. Et une fois que tu as compris ça, ben, tu pourras effectivement faire une offre qui sera adaptée à la situation ou en tout cas au bien que tu veux acheter. Troisième chose que je te dirais, c'est de travailler sur tes finances pour faire en sorte que tu puisses présenter un compte vitrine, en tout cas un projet qui soit viable. Par exemple, ne va pas voir la banque avec un compte où tu es tous les mois à découvert, parce que là, c'est vrai que ça va être un peu compliqué. Montre que tu es un bon père de famille, quelqu'un qui gère correctement ses comptes, et là, tu vas pouvoir justement obtenir ton financement. Et focalise-toi sur, moi je dirais deux choses au niveau du financement. Essaye d'avoir, selon moi, la durée d'emprunt la plus longue possible pour avoir des mensualités les plus faibles possibles et avoir le différé le plus long possible. Parce que je vois des gens qui se prennent la tête sur les histoires de taux. Le taux, en vrai, on s'en fiche. Comme je te le disais tout à l'heure, c'est le locataire qui va payer son taux, donc du moins, qui va payer les intérêts, donc qui sont liés justement au taux. Donc, ça n'a pas d'intérêt de se prendre la tête sur la partie du taux. Quatrième chose qu'il faudra gérer, c'est la partie travaux, rénovation. Donc, pour pouvoir réussir tes travaux, il y a plusieurs éléments qui sont importants selon moi. C'est tout d'abord bien choisir ton artisan. Alors, on va éviter tous euh, les débutants qui viennent se lancer dans ce genre de projet. Moi, j'estime que si tu veux travailler sur un projet comme ça qui est conséquent, il te faut un professionnel, c'est-à-dire quelqu'un qui est sur le marché depuis un certain temps. Moi, les boîtes qui viennent d'ouvrir il y a 6 mois, je ne vais pas je vais pas leur confier un projet à 100 000 euros de travaux. Tu vois. Ça, en tout cas, c'est mon point de vue personnel. Deuxième chose, même quand j'ai choisi un bon artisan, ben, il sera super important d'avoir un bon suivi de ton projet. Alors, le suivi, c'est vraiment la chose la plus importante. C'est un peu comme, tu vois, genre les voitures, du moins les voitures aujourd'hui, quand tu conduis, ben, elles peuvent avoir des suivis de ligne, etc., pour pouvoir rester sur la route. Alors, tu pourrais de temps en temps lâcher le volant et ça irait. Mais tu peux pas te dire que tu vas faire 200 km sans toucher le volant. À moins que ce soit une voiture autonome, etc. Oui, peut-être. Et encore, là, tu vois que même aujourd'hui, même quand il y a ça, on te demande de quand même rester vigilant, de rester éveillé pour que la voiture du moins, s'il y a un problème, que tu puisses prendre la main. C'est pour ça que même quand tu as un bon artisan, moi, je te dirais qu'il est super important d'avoir un suivi de ton chantier. Venir régulièrement voir si les gens suivre vraiment ce que tu avais planifié. Et tu vois, le mot que je viens de dire là est très important. J'ai dit planifier. C'est qu'avant de faire tout ça, ben, il faudra que tu planifies ton projet, que tu aies fait des plans en 2D, 3D pour savoir, OK, où est-ce que la cuisine sera positionnée, où est-ce que les toilettes seront positionnées, OK, comment on va faire pour l'évacuation. Ah, mais ici, on avait dit qu'il y aurait il y aurait le lit. Où sont les prises pour les tables de chevet, tu vois. Tous ces petits points-là, il faudra que tu les planifies pour ne pas te retrouver à la fin du chantier, se dire ah mince, j'ai oublié de mettre ci, ah mince, j'ai oublié de mettre ça, ah mince, j'ai pas de câble d'antenne, comment je fais pour la télé, tu vois. Genre, c'est vraiment planifier le projet pour que tout puisse bien se passer. Cinquième chose, je te dirais maintenant, c'est de bien comprendre les règles du jeu de la fiscalité. Parce que si tu investis dans un projet avec la mauvaise fiscalité, un projet qui était rentable peut se retrouver être un fiasco puisque la fiscalité n'est pas adaptée. Donc c'est pour ça que faut pas juste suivre ce qui est à la mode. Par exemple, tu vas voir plein de gens te parler de SCI, j'ai fait une SCI ici, une SCI là, etc., etc., j'ai fait tel truc. Non, choisis
une fiscalité qui sera adaptée à ta situation et à tes objectifs. Celui qui est, je sais pas, en profession libérale, qui gagne 5, 6, 10 000 euros par mois, n'aura pas les mêmes objectifs que toi, qui gagne 2 000 euros, mais qui voudrait éventuellement quitter ton job dans 3, 4, 5 ans grâce à l'immobilier. Donc, le choix fiscal, le choix, du moins la stratégie que vous allez adopter ne sera pas la même. Donc, c'est pour ça que ce que je t'invite à faire, c'est à te former sur les règles de la fiscalité pour comprendre comment ça fonctionne, pour savoir quelle est la situation qui sera la plus adaptée pour toi. Et si tu n'as pas envie de prendre la tête avec ça, ben, ce que je t'invite à faire, c'est, comme je l'ai dit, tu cliques sur le lien qui est dans la description, tu réserves un appel avec un membre de notre équipe. On va faire le point avec toi, voir par rapport à ta situation, quelle serait la situation la plus adaptée pour toi, pour que tu puisses savoir, ok, est-ce que c'est plus judicieux que tu partes en SCI ou plus judicieux que tu partes en nom propre, quel mode de location ce sera plus adapté pour toi par rapport aux objectifs que toi tu auras. Ok, ça c'était le 5e point. 6e point, je te dirais, c'est de mettre en place des automatisations qui vont te permettre de ne pas devoir te créer un nouveau job. Parce que si tu as déjà un emploi salarié de 9h à 17h, tu es au boulot, que tu as des enfants à gérer, tout ça, tu ne peux pas te permettre d'avoir un investissement immobilier qui devienne limite un nouveau job. Il faut que dès le début, que tu penses ton projet comme un système qui va tourner de façon autonome. Et c'est pour ça que, par exemple, moi qui fais de la location courte durée, je vais utiliser des channel managers, je vais utiliser des différents outils qui vont me permettre justement de ne pas avoir à me soucier de comment ça tourne, simplement pouvoir encaisser mon cash. Donc c'est pour ça que l'automatisation est un élément super important. Et si tu veux justement avoir plus d'informations sur la partie automatisation, tu verras, je t'ai mis le lien qui est dans la description avec mon livre où tu pourras justement te familiariser avec tout ça. Et si justement tu veux aller plus loin sur la partie automatisation, mais je t'invite à regarder cette vidéo-là où je parle de comment j'ai automatisé la location courte durée avec Airbnb.